Avant l'accouchement, alors que j'étais admise à l'hôpital, ma mère a fait irruption dans ma chambre, hurlant de rage. « Donne-moi immédiatement ces 23 000 € destinés à l'accouchement. Ta sœur en a plus besoin que toi. » J'ai refusé, rétorquant, « C'est pour les soins médicaux de mon bébé. » Elle a serré les 2 poings, les abattant de toute sa force sur mon ventre de 9 mois. J'ai perdu les os instantanément et j'ai hurlé de douleur, m'écroulant sur le lit d'hôpital. Mon père, qui l'accompagnait, a ajouté, « C'est ce qui arrive quand on est égoïste. » Ma sœur a envoyé un SMS de l'extérieur, « Dis-lui de se dépêcher de payer. » Mon frère a appelé. « Prends juste l'argent et tire-toi. » Mais alors, avec un bruit sourd, la porte a volé en s'ouvrant, et ma mère s'est figée, terrorisée, car se tenait là. Je n'ai jamais voulu croire que ma famille me haïssait. Même après tout ce qu'elle m'avait fait subir, je gardais l'espoir que, quelque part sous leur cruauté, se cachait un véritable amour. Cet espoir est mort le 15 mars 2024, dans la chambre 418 du Cedar Valley Medical Center. La grossesse n'avait pas été facile. Mon mari, Jason, était mort dans un accident de chantier quand j'étais enceinte de 5 mois, me laissant seule face à des factures médicales croissantes et une grossesse à haut risque. Le bébé souffrait d'une maladie cardiaque nécessitant des soins spécialisés. Chaque centime que je gagnais grâce à mon travail d'assistante juridique était mis de côté pour l'accouchement et les soins postnataux immédiats dont ma fille aurait besoin. La mort de Jason avait été soudaine et dévastatrice. Un instant, il m'embrassait pour me dire au revoir avant de se rendre sur le site de construction du centre-ville de Portland. 12 heures plus tard, 2 policiers se tenaient à ma porte, avec des expressions qui m'ont tout dit avant qu'ils ne prononcent un mot. Un échafaudage s'était effondré. 3 ouvriers tués sur le coup. Mon mari, le père de mon enfant à naître, disparu en quelques secondes. Sa police d'assurance vie avait expiré 2 mois plus tôt. Il avait oublié de la payer pendant une période de travail particulièrement chargée, et aucun de nous ne l'avait remarqué jusqu'à sa mort, au moment où j'avais désespérément besoin de ses fonds. L'entreprise de construction a proposé une indemnité de 37 000 €, que leurs avocats ont clairement présentée comme généreuse, étant donné que Jason avait signé d'importantes clauses de non-responsabilité. J'ai accepté parce que je n'avais pas le choix, pas l'énergie de me battre, et un bébé qui grandissait en moi et qui avait besoin de stabilité. Cet argent a servi à rembourser la camionnette de Jason, à régler ses dettes de carte de crédit, à couvrir les frais funéraires et à rattraper le retard de loyer accumulé pendant les 6 semaines où mon chagrin m'avait empêché de travailler. Une fois tout réglé, il me restait 7 400 €, ce qui était loin d'être suffisant pour ce qui s'annonçait. La malformation cardiaque a été découverte lors de mon échographie morphologique de la 20e semaine. La technicienne s'était tue, sa sonde planant trop longtemps au même endroit. Elle s'était excusée et était revenue avec le docteur Morrison, qui avait étudié l'écran en fronçant les sourcils avant d'expliquer doucement que ma fille présentait une communication interventriculaire avec des complications supplémentaires. Elle aurait besoin d'une surveillance spécialisée, d'un accouchement dans un hôpital équipé d'une unité de soins intensifs néonatale de niveau 4, et très probablement d'une chirurgie dans les jours suivant sa naissance. Mon assurance, via le cabinet d'avocats, était décente mais pas exceptionnelle. Elle couvrirait une partie du séjour à l'hôpital, une partie de la chirurgie, une partie des soins spécialisés. Les portions qu'elle ne couvrirait pas s'élevaient à un montant situé entre 18 000 € et 28 000 €, selon les complications. Le docteur Morrison avait été franc, je devais me préparer financièrement au pire des scénarios. J'ai donc organisé ma vie autour de l'épargne. Le cabinet d'avocats s'était montré compréhensif face à la mort de Jason, m'accordant un congé de deuil et même une petite augmentation à mon retour. J'ai fait des heures supplémentaires chaque fois que c'était possible, acceptant des projets de recherche et des revues de documents supplémentaires payés à l'heure. J'ai coupé toutes les dépenses possibles de mon budget, passant au forfait téléphonique le moins cher, annulant les services de streaming, n'achetant que des marques génériques à l'épicerie. Mon appartement est devenu dépouillé à mesure que je vendais tout ce qui avait de la valeur. La belle table basse que Jason avait construite est partie pour 300 €. Sa console de jeux et sa collection de jeux ont rapporté 750 €. Mes bijoux, pour la plupart des cadeaux de Jason au fil des ans, ont été liquidés pièce par pièce.
Mon alliance, ma bague de fiançailles, le collier de perles qu'il m'avait offert pour notre premier anniversaire. Chaque vente était comme couper un morceau de mon ancienne vie, mais l'avenir de ma fille importait plus que le sentimentalisme. Je mangeais du riz et des haricots la plupart des soirs, du gruau pour le petit déjeuner, et des sandwichs au beurre de cacahuètes pour le déjeuner. Quand mes collègues commandaient à emporter, je déclinais et mangeais le repas bon marché que j'avais préparé. Quand ils m'invitaient à l'happy hour, je trouvais des excuses. Le salaire d'assistante juridique qui semblait confortable quand Jason et moi travaillions tous les deux devait désormais couvrir tout, seul. Et je l'ai étiré jusqu'au point de rupture. À mon 8e mois, j'avais réussi à économiser 21 000 euros. Le coup de pouce final est venu de mon remboursement d'impôts et de la vente de la collection d'outils de Jason à l'un de ses anciens collègues. 23 300 euros. Je me souviens du montant exact parce que je vérifiais le solde de mon compte d'épargne de manière obsessive, terrifié que l'argent disparaisse d'une manière ou d'une autre. J'avais sauté des repas pour économiser, porté les mêmes 3 tenues de maternité pendant des mois, annulé mon accès Internet et vendu mes meubles pièce par pièce. Au 9e mois, j'avais exactement 23 300 euros dans un compte d'épargne distinct. Mon obstétricien avait été clair. Étant donné l'état du bébé, je devais accoucher dans un hôpital doté d'une unité de soins intensifs de niveau 4, et mon assurance ne couvrirait pas tout. Cet argent était synonyme de survie. Ma famille était au courant de ce fonds. J'en avais parlé une fois lors d'un dîner dominical 3 mois plus tôt, expliquant pourquoi je ne pouvais pas aider ma sœur Taylor avec les frais de son mariage. Ma mère s'était tue, sa fourchette planant en l'air. Mon père avait grogné dans sa purée de pommes de terre. Mon frère Kevin avait ri, disant que j'étais dramatique à cause d'un petit souffle au cœur. J'aurais dû voir les signaux d'alarme dans ce silence. Ma famille n'avait jamais été subtile quant à son favoritisme envers Taylor, mais après la mort de Jason, leur manque de soutien est devenu flagrant. Ma mère était venue aux funérailles mais était partie tôt, prétextant un mal de tête. Mon père m'avait serré la main maladroitement et m'avait dit que Jason aurait dû être plus prudent. Kevin n'était pas venu du tout, m'envoyant un SMS expliquant qu'il avait une partie de pêche prévue et ne pouvait pas annuler. Taylor avait assisté, mais avait passé la majeure partie du service sur son téléphone à envoyer des SMS à Brett à propos des lieux de réception. Je l'avais entendu dire à notre cousine qu'elle espérait que je touche l'argent de l'assurance vie parce qu'elle avait vraiment besoin d'aide pour un acompte de traiteur lors des funérailles de mon mari, tandis que je me tenais à 1 mètre d'elle, visiblement enceinte et tremblante de chagrin. J'ai essayé d'en parler à ma mère plus tard, l'appelant une semaine après le service pour lui dire que j'étais blessée par la réaction de la famille. Elle avait soupiré dramatiquement et avait dit « Eh bien, à quoi t'attendais-tu à ce qu'on fasse ?» Taylor pleurait toute la journée. « La vie continue, ma chérie. Jason ne voudrait pas que tu t'apitoies. » Je ne m'apitoyais pas. J'étais en deuil. Il y a une différence. Mais ma mère n'avait jamais été douée pour distinguer les émotions qui la dérangeaient de celles qui étaient légitimes. Le dîner dominical où j'avais mentionné le fonds médical avait été ma dernière tentative pour maintenir un lien familial. Taylor venait d'annoncer que les parents de Brett se retiraient du financement du lieu de réception, un country club chic qui coûtait 26 000 euros juste pour l'espace. Elle était en larmes, le mascara coulant sur son visage, tandis que ma mère lui tapotait la main et lui assurait qu'il trouverait une solution. « Peut-être pourrais-tu organiser la réception dans un lieu moins cher », avais-je suggéré doucement. Il existe de beaux endroits qui coûtent une fraction de ce prix. Taylor m'avait regardé comme si j'avais suggéré qu'elle se marie dans une benne à ordures. C'est le mariage de mes rêves. Je le prévois depuis 2 ans. Je ne vais pas me rabattre sur une option inférieure parce que les parents de Brett sont radins. Je dis juste qu'il y a des options qui ne nécessiteraient pas une somme d'argent aussi énorme. Ma mère avait coupé court, sa voix sèche. Taylor mérite un beau mariage. Elle ne se marie qu'une seule fois. L'implication était douloureuse. Je m'étais mariée à la mairie parce que Jason et moi voulions économiser pour une maison. Ma mère avait clairement exprimé sa déception, refusant d'y assister et envoyant une carte avec un chèque de 50 euros. Maintenant, apparemment, mon mariage pratique signifiait que je ne pouvais pas commenter celui, extravagant, de Taylor. Je ne dis pas qu'elle ne mérite pas un beau mariage, avais-je dit prudemment. J'offre simplement une perspective sur les alternatives.
Kevin avait alors bondi. Pourquoi ne l'aides-tu pas? Tu travailles. Tu n'as plus aucune dépense maintenant que Jason est parti. Tu pourrais épargner de l'argent pour le grand jour de ta sœur. Le désinvolture avec laquelle il avait fait référence à la mort de mon mari comme s'il s'agissait d'un développement financier pratique plutôt que d'une perte dévastatrice m'avait laissé momentanément sans voix. J'ai plein de dépenses, avais-je finalement dit. Le bébé a des problèmes de santé. J'économise chaque dollar pour ses soins médicaux. Taylor s'était redressé. Combien as-tu économisé? J'aurais dû mentir. J'aurais dû dire quelques milliers. Rien de significatif. Au lieu de cela, encore assez naïve pour penser que l'honnêteté importait avec ma famille, j'ai dit la vérité. Environ 23 000 € jusqu'à présent. Tout est destiné à l'hôpital et aux soins intensifs néonatals. Le silence qui a suivi a été lourd et étrange. La fourchette de ma mère avait cessé de bouger. Mon père avait levé les yeux de son assiette pour la première fois du repas. Kevin avait échangé un regard avec Taylor que je ne pouvais pas interpréter. 23 000 €, avait répété lentement Taylor. C'est presque exactement ce dont j'ai besoin pour le lieu de réception. C'est pour la chirurgie cardiaque de mon bébé, avais-je dit fermement. Ce n'est disponible pour rien d'autre. Ma mère avait posé sa fourchette avec soin. Sûrement que l'hôpital a des plans de paiement. Ils ne peuvent pas refuser de soigner un bébé parce que tu ne paies pas d'avance. Ils ont des plans de paiement avec des taux d'intérêt qui m'enterreraient dans les dettes pendant des années. J'essaie d'éviter cela. La famille doit s'entraider, avait dit mon père, sa première contribution à la conversation. Ta sœur a besoin d'aide maintenant. Ton bébé ne sera même pas né avant des mois. 3 mois, avais-je corrigé. Et la chirurgie pourrait avoir lieu dans les jours suivant l'accouchement. J'ai besoin de cet argent accessible et prêt. Le mariage de Taylor était prévu pour juin. Elle le planifiait depuis 2 ans, apparemment, la famille de son fiancé Brett s'était désistée pour payer le lieu de réception. Elle avait besoin d'exactement 23 000 €. Cette coïncidence aurait dû m'alerter. J'ai été admise à l'hôpital le 14 mars pour des symptômes de travail précoce. Les contractions étaient irrégulières, mais le docteur Morrison voulait me surveiller étant donné l'état du bébé. J'étais au repos, essayant de dormir malgré l'anxiété, lorsque mon téléphone a commencé à vibrer à 23 heures. Les semaines qui ont suivi ce dîner avaient été de plus en plus hostiles. Taylor avait lancé un message de groupe avec la famille, m'excluant délibérément, où elle se plaignait apparemment de mon égoïsme. Je n'en savais rien sauf que Kevin m'avait accidentellement envoyé une capture d'écran destinée à quelqu'un d'autre, montrant des messages sur le fait que j'avais toujours été difficile et ne comprenais pas ce que signifiait la vraie famille. Ma mère s'était présentée 2 fois à mon appartement. La première fois, elle avait tenté la douceur, apportant une casserole et s'asseyant sur mon canapé chaud tout en expliquant à quel point le bonheur de Taylor comptait pour elle. Tu sais à quel point ta sœur est sensible, avait-elle dit. Ce mariage est tout pour elle. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de l'aider? J'avais expliqué à nouveau les frais médicaux, la grossesse à haut risque, le besoin de chaque euro pour les soins de ma fille. L'expression de ma mère s'était aigrie. Tu te fais toujours passer en premier, avait-elle dit, se levant brusquement. Même quand tu étais petite, tu étais égoïste. Taylor, elle, partage. Taylor pense aux autres. Taylor, qui m'avait emprunté 1 850 € 4 ans plus tôt pour une opportunité commerciale et ne les avait jamais remboursés. Taylor, qui avait utilisé ma voiture pendant 6 mois quand la sienne était tombée en panne et l'avait rendue avec un pare-brise fissuré et un réservoir vide. Taylor, qui pensait aux autres quand cela lui était bénéfique. La deuxième visite avait été moins agréable. Ma mère était arrivée à l'improviste, entrant avec la clé de rechange que je lui avais stupidement donnée des années auparavant. J'étais enceinte de 8 mois, épuisée par le travail, allongée sur le canapé, essayant de soulager le gonflement de mes chevilles. Nous devons discuter de tes obligations, avait-elle annoncé, se tenant au-dessus de moi. Je n'ai aucune obligation de financer le mariage de Taylor. C'est ta sœur. La famille a des obligations les unes envers les autres. Alors, où était la famille quand Jason est mort? Où étaient les plats cuisinés, le soutien et les offres d'aide? J'étais seule, enceinte et noyée sous le chagrin et les factures.
Personne ne m'a offert 23 000 euros. Le visage de ma mère avait rougi. C'était différent. Tu es une adulte. Tu gères tes propres problèmes. Et Taylor est aussi une adulte qui devrait gérer ses propres problèmes. Ce qu'elle avait dit ensuite m'avait glacé le sang. Si tu ne donnes pas l'argent à Taylor, je ferai en sorte que tu le regrettes. Je dirai au service de protection de l'enfance que tu es une mère inapte. Je parlerai de ta dépression après la mort de Jason. De la façon dont tu peux à peine prendre soin de toi. Ils prendront ce bébé dès qu'il sera né. J'avais lutté pour m'asseoir, le cœur battant. Tu n'oserais pas, donne l'argent à Taylor ou je ferai de ta vie un enfer. Et crois-moi, ma chérie, tu ne veux pas de moi comme ennemi. Elle était partie après cela, emportant la clé de rechange avec elle, que j'étais trop choquée pour lui demander de me rendre. Je suis restée assise sur ce canapé pendant 1 heure, tremblante, avant d'appeler finalement le numéro sur la carte de visite que j'avais reçue quelques semaines plus tôt. Graham Walsh était un avocat spécialisé en droit de la famille qui avait travaillé pour le cabinet où je travaillais. Nous avions discuté quelquefois dans la salle de pause lorsqu'il venait pour des réunions avec les associés. Il avait entendu parler de la mort de Jason par les ragots du bureau et était passé à mon bureau un jour pour me présenter ses condoléances et me donner sa carte. Si jamais vous avez besoin d'aide juridique, surtout pour les affaires familiales ou successorales, appelez-moi, avait-il dit gentiment. Je sais à quel point les choses peuvent devenir compliquées quand les gens sont en deuil. J'avais glissé la carte dans mon portefeuille, ne pensant pas en avoir jamais besoin. Mais après la menace de ma mère, je l'avais appelé le soir même. Graham avait tout écouté, la demande de financement de mariage, les menaces de ma mère, la pression familiale. Puis il avait posé une question qui m'avait surprise. Avez-vous quelque chose de tout cela par écrit ou enregistré? J'ai sorti les SMS de Taylor et Kevin, les messages vocaux de mon père me traitant d'égoïste, mais je n'avais pas enregistré la menace de ma mère. Voici ce que je veux que vous fassiez, avait dit Graham. Documentez tout ce qui se passe à partir de maintenant. Si votre mère vous contacte à nouveau, enregistrez-le. L'Oregon est un État où le consentement d'une seule partie suffit, vous pouvez donc légalement enregistrer les conversations auxquelles vous participez sans en informer l'autre personne. Tenez un journal détaillé de chaque interaction et prévenez-moi immédiatement si quelqu'un vous menace, vous ou le bébé. J'ai commencé à tout documenter, les SMS, les appels, les visites surprises. J'ai installé une sonnette caméra à mon appartement et configuré mon téléphone pour enregistrer automatiquement tous les appels des membres de ma famille. 2 semaines avant d'être admise à l'hôpital, ma mère m'avait appelé et j'avais capturé chaque mot. Je te donne une dernière chance, avait-elle dit. Transfère l'argent sur le compte de Taylor, où il y aura des conséquences. Quel genre de conséquences? Le genre qui implique les tribunaux, les batailles pour la garde et la preuve que tu es une mère inapte. Penses-tu vraiment pouvoir t'occuper seule d'un bébé ayant des besoins spéciaux? Tu peux à peine t'occuper de toi-même. Je gère très bien tout. Vraiment? Parce que d'où je suis, tu ressembles à un désastre. Veuve déprimée, grossesse à haut risque, vivant dans un appartement exigu avec un salaire d'assistante juridique. N'importe quel juge remettrait en question ta capacité à prendre soin de cet enfant. Tu menaces d'essayer de me prendre mon bébé parce que je ne veux pas financer le mariage de Taylor. J'essaie de t'aider à retrouver la raison. La famille s'occupe de la famille. Tu donnes à Taylor ce dont elle a besoin, et je m'assurerai que ce bébé grandisse dans un environnement stable. Tu refuses, et je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de mère tu es vraiment. J'avais mis fin à l'appel et envoyé immédiatement l'enregistrement à Graham. Sa réponse avait été rapide. C'est de l'extorsion. Nous devons nous préparer à ce qu'elle intensifie ses actions. C'est quand votre date d'accouchement? Dans 4 semaines, mais le médecin dit que ça pourrait être à tout moment avec le stress et les complications. Quand vous entrez en travail, prévenez-moi immédiatement. Je vais contacter une collègue du bureau du procureur. Ce genre de menace contre une femme enceinte pourrait les intéresser. Il avait également suggéré les caméras dans la chambre d'hôpital. Si votre mère est prête à vous menacer au téléphone, elle pourrait être prête à faire pire en personne. Assurons-nous que si elle le fait, nous ayons des preuves. J'avais accepté,
bien qu'une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que ma propre mère me ferait réellement du mal. Me menacer, oui. Me harceler, absolument. Mais la violence physique semblait au-delà même de sa cruauté. J'avais tort. Taylor, nous devons parler de l'argent. J'ai ignoré. Elle a appelé 2 fois. J'ai envoyé un message vocal. Kevin a appelé ensuite. Décroche. C'est important. J'ai éteint mon téléphone et me suis finalement assoupie vers minuit, épuisée par la tension émotionnelle et l'inconfort physique. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 12 appels manqués et 37 SMS. Tous de la famille. Tous concernant l'argent. Taylor, maman dit que tu as l'obligation d'aider la famille. Kevin, ne sois pas égoïste. Jason aurait honte. Ma mère avait envoyé un seul message. Chambre 418, c'est exact? Nous venons discuter de cela correctement. Mon sang s'est glacé. J'ai répondu immédiatement par SMS. Ne venez pas ici. Je suis à l'hôpital. Le bébé a besoin de cet argent. Sa réponse est venue instantanément. Nous serons là à 14 heures. J'ai appelé le poste des infirmières, leur demandant de restreindre les visites dans ma chambre. L'infirmière, une femme gentille nommée Petra, a dit qu'elle prendrait note, mais qu'elle ne pouvait pas légalement empêcher les membres de la famille à moins que j'aie une ordonnance restrictive. Je n'en avais pas. L'appel suivant que j'ai passé fut à Graham Walsh. Il a décroché à la 2e sonnerie, et j'entendais la circulation en arrière-plan. Ils viennent à l'hôpital, ai-je dit, ma voix tremblante. Ma mère vient de m'envoyer un SMS disant qu'ils seront là à 14 heures. Quel est votre numéro de chambre? 418, 4e étage, Cedar Valley Medical Center. J'appelle immédiatement la détective Brennan. Nous avons parlé de votre cas la semaine dernière, et elle était très intéressée. Donnez-moi 20 minutes pour coordonner tout. Et s'ils arrivent avant vous? Gagnez du temps. Ne leur donnez aucune information. S'ils vous menacent, documentez-le. S'ils vous touchent ou tentent de vous contraindre physiquement, appuyez immédiatement sur votre bouton d'appel. J'arrive aussi vite que possible. Après avoir raccroché, j'ai essayé de me calmer. Le stress aggravait les contractions, les moniteurs bipaient avec mon rythme cardiaque élevé. Petra est entrée pour vérifier mon état, préoccupée par les lectures. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé doucement. Ma famille arrive, et je ne veux pas qu'ils soient là. Ils m'ont menacé à propos d'argent. L'expression de Petra a viré à quelque chose de plus dur. Menacé comment? Je lui ai montré certains des SMS. Sa bouche s'est pincée. Je vais alerter la sécurité pour qu'ils surveillent votre étage, a-t-elle dit. Et je viendrai vous voir plus fréquemment. Si quelqu'un vous met mal à l'aise, vous appuyez sur ce bouton d'appel. Compris? J'ai hoché la tête, reconnaissante de sa protection, même si je savais que la sécurité de l'hôpital ne pouvait pas vraiment empêcher ma famille de venir. Les minutes se sont traînées. 13h30, 13h45. À 13h52, Graham a envoyé un SMS, « Je suis sur le parking. » La détective Brennan est avec moi. Nous installons des caméras dans votre chambre maintenant. Les infirmières ont été informées. Quand votre famille arrive, agissez naturellement. Ne leur faites pas savoir que nous sommes là. À 13h55, un agent d'entretien de l'hôpital que je n'avais jamais vu est entré avec une petite échelle, prétendant qu'il devait vérifier le détecteur de fumée. Il a fini en 3 minutes, repartant avec un signe de tête poli. J'ai remarqué la minuscule caméra maintenant montée près du plafond, son objectif à peine visible. 2 autres caméras ont été installées sous prétexte d'ajuster le support de télévision et de vérifier une prise électrique. Pour quiconque ne les cherchait pas, elles étaient invisibles. À 14h03, j'ai entendu la voix de ma mère dans le couloir, sèche et exigeante. Chambre 418. Où est-ce? La réponse calme de Petra. Au bout du couloir, à votre gauche. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Je me suis positionnée dans le lit, essayant de paraître calme malgré la terreur qui me traversait.
Ma main est allée vers mon ventre de manière protectrice, sentant ma fille bouger à l'intérieur. À 14h06, ma porte a explosé. Ma mère est entrée la première, portant sa veste d'église comme une armure. Mon père a suivi, silencieux comme toujours, sa présence destinée à intimider plutôt qu'à apaiser. Derrière eux, je pouvais voir Taylor dans le couloir, faisant les 100 pas avec son téléphone. Nous avons besoin de cet argent, a annoncé ma mère sans préambule. Pas de salutation, pas de préoccupation pour mon état ou celui du bébé. J'étais connectée à des moniteurs, une perfusion dans le bras, vêtue d'une chemise d'hôpital, me sentant plus vulnérable que jamais. Ma main s'est portée instinctivement à mon ventre. C'est pour les soins médicaux de mon bébé, ai-je dit, maintenant ma voix stable. J'ai déjà dit non à Taylor. Le visage de ma mère s'est tordu. Le mariage de ta sœur est plus important que ton coûteux mélodrame médical. Tu as toujours été égoïste, te faisant passer en premier. Ma fille a une maladie cardiaque. Elle pourrait avoir besoin d'une chirurgie immédiatement après la naissance. Ce n'est pas un mélodrame. C'est sa vie. Mon père a pris la parole alors, sa voix basse et froide. La famille aide la famille. Taylor a besoin de ce mariage. Tu peux toujours gagner plus d'argent. Pas avant la naissance de mon bébé, ai-je rétorqué. Pas avant qu'elle ait besoin de soins qui pourraient lui sauver la vie. Ma mère s'est approchée du lit. Donne-moi les informations du compte tout de suite. Nous ne partons pas tant que tu ne le fais pas, non. Le mot est sorti plus fort que je ne le sentais. Sortez de ma chambre avant que j'appelle la sécurité. Elle a attrapé mon sac à main sur la table de chevet. Je l'ai saisi la première, le serrant contre ma poitrine. Le mouvement a fait biper les moniteurs, mon rythme cardiaque augmentant. Petite ingrate, a sifflé ma mère. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses. Le bonheur de ta sœur ne compte rien pour toi. La vie de mon bébé compte tout pour moi. Ce qui s'est passé ensuite a eu lieu en quelques secondes, bien que mon esprit l'ait enregistré au ralenti, dans une lente agonie. Le visage de ma mère s'est tordu de rage. Elle a serré les 2 poings, les a levés haut, et les a abattus de toute sa force sur mon ventre de femme enceinte. La douleur a été instantanée et catastrophique. Quelque chose en moi a cédé, une sensation de déchirure et d'inondation. J'ai hurlé, un son que je n'ai pas reconnu comme le mien. Un liquide chaud a trempé ma chemise et les draps. Les moniteurs ont éclaté en bips urgents. C'est ce qui arrive quand on est égoïste, a ajouté mon père, sa voix presque satisfaite. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas penser. La douleur irradiait dans tout mon corps. Mes mains se sont portées à mon ventre, sentant l'humidité, la mauvaise chose. Mon téléphone, qui était tombé sur le lit, a commencé à vibrer. Le SMS de Taylor est apparu sur l'écran, dis-lui de se dépêcher de payer. Kevin a appelé immédiatement après et mon père a décroché, le mettant sur haut-parleur. Prends juste l'argent et tire-toi, a dit la voix de Kevin dans la pièce. Elle est ridicule avec ça. Je pleurais, haletante, essayant d'atteindre le bouton d'appel. Ma mère se tenait au-dessus de moi, sans une once de remords sur son visage. Maintenant, vas-tu transférer l'argent, a-t-elle exigé. Avant que je puisse répondre, avant que je puisse appuyer sur le bouton d'appel, avant que je puisse faire quoi que ce soit d'autre qu'exister dans ma terreur et ma douleur, la porte de ma chambre a volé en s'ouvrant avec un fracas si fort qu'il nous a tous fait sursauter. Ma mère s'est figée, toute couleur s'échappant de son visage. Dans l'embrasure de la porte se tenait la détective Sarah Brennan du bureau du procureur, flanquée de 2 policiers en uniforme. Derrière eux se tenait mon avocat, Graham Walsh, tenant son téléphone et enregistrant. Éloignez-vous de la patiente immédiatement, a ordonné la détective Brennan, sa main reposant sur son arme de service. Ma mère a trébuché en arrière, sa bouche s'ouvrant et se refermant comme un poisson. Mon père est devenu rigide. Qu'est-ce que c'est que ça, a réussi à bégayer ma mère. Graham s'est avancé, son téléphone enregistrant toujours. C'est la conséquence d'une agression contre une femme enceinte et d'une tentative d'extorsion de fonds de 23 000 €. 2 crimes qui sont des délits graves. Je ne les avais pas appelés. Je n'avais appelé personne. J'étais trop choquée pour comprendre ce qui se passait.
La détective Brennan s'est dirigée vers mon lit, son expression s'adoucissant en me regardant. Êtes-vous bien? Est-ce qu'ils vous ont blessé? J'ai perdu les os, ai-je haleté. Elle m'a frappé. Le bébé. La détective a immédiatement appuyé sur le bouton d'appel tandis que l'un des officiers parlait dans sa radio, appelant le personnel médical. En quelques secondes, le docteur Morrison est entré avec 2 infirmières, observant la scène d'un œil professionnel et vif. Tout le monde dehors, sauf le personnel médical, a ordonné le docteur Morrison. Ces 2-là ne vont nulle part, a dit la détective Brennan, désignant mes parents. Officier Mills, officier Patterson, veuillez détenir ces individus. La voix de ma mère s'est élevée en un cri strident. Vous ne pouvez pas nous arrêter. C'est notre fille. C'est une affaire de famille. Vous venez d'agresser une femme enceinte devant témoin, a dit calmement Graham, enregistrant toujours. Et j'ai l'incident entier en vidéo sous plusieurs angles. C'est là que je les ai vus. 3 petites caméras positionnées autour de ma chambre, leurs minuscules lumières rouges clignotant. Des caméras que je n'avais pas remarquées auparavant. Mon père a finalement trouvé sa voie. C'est un coup monté. C'est de la documentation, a corrigé Graham. Votre fille m'a contacté il y a 3 semaines, inquiète que sa famille puisse tenter de la contraindre ou de la menacer de céder des fonds destinés aux soins médicaux de son enfant. Elle a demandé que je prenne des mesures légales préventives. Quand elle m'a informé que vous veniez à l'hôpital malgré qu'elle vous ait explicitement dit de ne pas venir, j'ai contacté la détective Brennan, qui enquête sur l'exploitation financière des personnes vulnérables. Nous sommes arrivés juste à temps pour vous voir commettre une agression aggravée. Les infirmières vérifiaient mes signes vitaux, se préparant à me déplacer. Le docteur Morrison a regardé la détective Brennan. Elle doit aller en salle de travail et d'accouchement immédiatement. Le bébé est en détresse. Allez-y, m'a dit la détective. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. Alors qu'il poussait mon lit, j'ai vu ma mère se faire menotter, son visage masqué par l'incrédulité et la fureur. Mon père se faisait lire ses droits, son silence finalement brisé par des protestations balbutiantes. Dans le couloir, Taylor se tenait, son téléphone à l'oreille, les yeux écarquillés par le choc. Quand elle m'a vu, elle a ouvert la bouche pour parler, mais la voix de Kevin est sortie de son téléphone, toujours en ligne. Comment ça, ils sont arrêtés? L'officier Patterson a pris le téléphone de Taylor. Madame, je vais avoir besoin que vous veniez au poste de police de Cedar Valley pour un interrogatoire concernant un complot en vue de commettre une extorsion. Le visage de Taylor est devenu blanc. Je n'ai rien fait. J'ai juste demandé de l'aide pour mon mariage. Vous venez d'envoyer un SMS lui disant de se dépêcher de payer pendant que votre mère agressait physiquement une femme enceinte, l'a informé Graham, montrant l'écran de son téléphone. C'est un complot. Ils m'ont conduite en salle d'accouchement. La douleur était écrasante, mais en dessous, il y avait autre chose, une satisfaction féroce et brûlante. Je n'avais pas appelé Graham il y a 2 jours. Je l'avais appelé il y a 3 semaines après que ma mère se soit présentée à mon appartement et m'ait menacé de me prendre mon bébé dès sa naissance, affirmant que j'étais inapte à être mère. Elle avait dit que si je donnais l'argent à Taylor, elle laisserait tomber. Sinon, elle ferait de ma vie un enfer. J'avais également enregistré cette conversation, l'avais donnée à Graham, lui demandant ce que je pouvais faire pour me protéger, moi et ma fille. Il avait suggéré les caméras, la surveillance, la coordination avec les forces de l'ordre. Les gens qui menacent les femmes enceintes intensifient souvent leurs actions, avait-il dit. Assurons-nous que s'ils le font, nous ayons tout documenté. Je n'avais pas voulu croire que ma propre mère me ferait réellement du mal. Une partie de moi pensait qu'elle ferait juste du tapage, lancerait des menaces, et finirait par partir. Je n'avais pas imaginé qu'elle frapperait réellement mon ventre de femme enceinte. La salle d'accouchement était le chaos. Le docteur Morrison donnait des instructions. Les infirmières installaient l'équipement, et un anesthésiologiste expliquait la procédure de césarienne d'urgence pendant que je signais les formulaires de consentement d'une main tremblante. La douleur là où ma mère m'avait frappé irradiait dans tout mon abdomen, rivalisant avec les contractions qui arrivaient maintenant fortement et rapidement. Nous devons sortir le bébé maintenant, a dit le docteur Morrison. Sa voix était calme, mais urgente.
Son rythme cardiaque chute. Êtes-vous prête? Je n'étais pas prête. Comment pouvait-on être prêt pour cela? Mon bébé arrivait 5 semaines en avance parce que ma propre mère m'avait attaqué. Jason aurait dû être là, me tenant la main, me disant que tout irait bien. Au lieu de cela, j'étais seule, terrifiée, et sur le point de subir une chirurgie pendant que ma famille se faisait arrêter 2 étages en dessous. L'anesthésie a agi rapidement. J'ai senti la pression de l'incision, mais aucune douleur. J'ai entendu les bruits mécaniques de la chirurgie. Senti l'air antiseptique. Le docteur Morrison m'a guidé à travers chaque étape, sa voix étant une bouée de sauvetage dans ce cauchemar surréaliste. Presque là, a-t-elle dit. Je peux voir sa tête. Elle est minuscule, mais elle se bat. C'est bon signe. Puis, après ce qui a semblé des heures, mais n'était probablement que quelques minutes, je l'ai entendu. Un faible cri de nouveau-né. Pas le hurlement robuste que j'avais entendu dans les films, mais un son néanmoins. Ma fille. Vivante, respirant, se battant. Elle est sortie, a annoncé le docteur Morrison. 2,13 kg. Équipe de soins intensifs néonatal, elle est à vous. J'ai juste aperçu un minuscule être rouge et ridé, tout en membre et en fureur, avant que l'équipe néonatale ne l'emmène vers leur équipement spécialisé. Je voulais la tenir, lui dire que je l'aimais, m'excuser pour la violence qui avait précipité son arrivée précoce. Au lieu de cela, je ne pouvais que les regarder travailler sur elle de l'autre côté de la pièce, leurs mouvements efficaces et précis. Est-ce qu'elle va bien? Ai-je demandé, ma voix faible. Elle respire seule, ce qui est excellent, a dit l'une des infirmières des soins intensifs. Mais nous devons la stabiliser et évaluer la malformation cardiaque. Le docteur Morrison va vous recoudre, et ensuite nous vous donnerons un bilan complet. Elles sont parties avec ma fille, soudain, la salle d'accouchement s'est sentie vide, malgré le monde. Le docteur Morrison a continué à travailler, me recousant tout en murmurant des réconforts. Une infirmière m'a tenu la main, la serrant doucement quand j'ai commencé à pleurer. Vous avez été formidable, a-t-elle dit doucement. Votre petite fille est une battante, tout comme sa mère. Étais-je une battante? J'avais laissé ma famille me harceler pendant des années. Les avais laissés rabaisser mon mariage, rejeter mon chagrin, exiger mon argent. La seule raison pour laquelle je m'étais protégée cette fois était parce que Graham avait insisté sur les caméras, parce que la détective Brennan avait été disposée à s'impliquer. Je ne m'étais pas battue. J'avais juste eu la chance d'avoir de l'aide. Mais peut-être que c'était se battre, aussi. Peut-être que reconnaître quand on avait besoin d'aide et l'accepter était une forme de force en soi. Peut-être que protéger son enfant signifiait être assez intelligent pour tendre des pièges aux personnes qui voulaient vous nuire. Graham est apparu dans la salle de réveil 1 heure plus tard. J'étais étourdie par les médicaments, recousue et endolorie, mais assez éveillée pour comprendre ce qu'il me disait. Votre mère et votre père ont été arrêtés et emmenés à la prison du comté, a-t-il dit, tirant une chaise près de mon lit. Taylor et Kevin sont emmenés pour interrogatoire. Le procureur examine les enregistrements et est très intéressé à poursuivre. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous vous concentrez sur votre rétablissement et sur votre fille. Le système juridique s'occupera de votre famille. Mais je dois vous demander, voulez-vous procéder? Une fois les accusations déposées, il n'y a pas de retour en arrière. Votre famille saura que vous leur avez tendu un piège. Tendu un piège. Les mots semblaient durs mais précis. Je leur avais tendu un piège. Je savais qu'ils venaient, savais ce qu'ils voulaient, et j'avais préparé des caméras et les forces de l'ordre pour les prendre en flagrant délit. Ils ont essayé de voler de l'argent destiné à la chirurgie de mon bébé, ai-je dit. Ma mère m'a frappé assez fort pour que je perde les os. Mon père est resté là et a dit que je le méritais. Taylor et Kevin l'ont encouragé à distance, à l'abri des conséquences. Oui, je veux procéder. Graham a hoché la tête. Alors nous procédons. Je vous recommande également de déposer une ordonnance restrictive contre les 4. Cela les empêchera de vous contacter ou de s'approcher de vous ou du bébé. Faites-le. Il a passé 20 minutes supplémentaires à passer en revue les détails, les accusations envisagées, le calendrier de l'inculpation et du procès.
J'ai écouté d'une demi-oreille, l'autre moitié concentrée sur les soins intensifs néonatals 2 étages au-dessus, où ma fille se battait pour sa vie sans que je sois là pour la tenir. Après le départ de Graham, Petra est entrée avec une mise à jour. Votre fille est stable. Elle est sous assistance respiratoire, mais respire principalement seule. Le cardiologue l'examinera demain matin pour déterminer si une chirurgie est nécessaire immédiatement ou si elle peut attendre qu'elle soit plus forte. Puis-je la voir? Pas ce soir. Vous devez vous reposer et laisser l'anesthésie se dissiper complètement. Mais dès demain matin, nous vous emmènerons en fauteuil roulant. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. J'étais allongée dans le lit d'hôpital, mon corps endolori par la chirurgie, mon esprit parcouru par tout ce qui s'était passé. Mon téléphone vibrait périodiquement avec des SMS provenant de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des membres de la famille qui avaient entendu parler des arrestations et voulaient plaider, menacer ou manipuler. J'ai bloqué chaque numéro sans lire les messages. Vers minuit, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu que j'ai failli bloquer automatiquement, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. C'est Brett. Taylor pleure et dit que c'est un malentendu. Elle dit que vous leur avez tendu un piège. Je ne sais pas quoi croire, mais je sais que ce que j'ai vu aux nouvelles ce soir semblait assez clair. Votre mère a frappé une femme enceinte. C'était vous. J'annule le mariage. Je ne peux pas me marier dans une famille capable de cela. Je suis désolée pour le rôle que Taylor a pu jouer là-dedans. Je l'ai lu 3 fois, ressentant un mélange complexe de satisfaction et de tristesse. Le mariage de rêve de Taylor était annulé. La chose pour laquelle elle avait permis à ma mère de m'agresser avait disparu. Mais Brett semblait être un homme décent qui faisait maintenant face aux conséquences des choix de sa fiancée. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Ma fille, Mera, est née 47 minutes plus tard par césarienne d'urgence. Elle pesait 2,13 kg et sa malformation cardiaque nécessitait une chirurgie immédiate. Les 23 000 € ont couvert ce que l'assurance ne prenait pas en charge, ainsi que 3 semaines en soins intensifs néonatals. Ma mère et mon père ont chacun été inculpés d'agressions aggravées, de tentatives d'extorsion et de complot. Taylor et Kevin ont été inculpés de complot en vue de commettre une extorsion. Ma mère a accepté un arrangement et a purgé 18 mois de prison. Mon père a purgé 14 mois. Taylor a obtenu une probation et un casier judiciaire qui a détruit ses projets de mariage, car la famille de Brett ne voulait rien avoir à faire avec le scandale. Kevin a purgé 8 mois. Mais ce n'était pas la vengeance qui importait. Pendant qu'ils attendaient leur procès, j'ai déposé une poursuite civile pour détresse émotionnelle, agression et complications médicales. Graham m'a aidé à compiler les preuves, des années de SMS montrant la manipulation financière, des appels téléphoniques enregistrés où ils exigeaient de l'argent, des courriels détaillant leurs menaces. Les caméras dans la chambre d'hôpital avaient tout capturé, y compris l'expression jubilatoire de ma mère avant qu'elle ne me frappe et le commentaire satisfait de mon père après. Le procès civil a été brutal. Ma mère a pleuré à la barre, affirmant qu'elle essayait juste d'aider Taylor et que j'avais toujours été une enfant difficile et égoïste. Mon père est resté impassible, n'offrant aucune défense. Taylor a témoigné qu'elle avait seulement voulu de l'aide pour son mariage et n'avait pas été au courant des plans de maman. Kevin a affirmé qu'il plaisantait dans ses SMS. Le jury n'y a pas cru. Ils m'ont accordé 315 000 € de dommages-intérêts. Mes parents ont dû vendre leur maison pour payer. Le fonds de mariage de Taylor, le peu qui existait, est allé aux frais juridiques. Kevin a perdu sa camionnette et son bateau. J'ai utilisé l'argent pour créer un fonds fiduciaire pour les soins médicaux continus et l'éducation future de Mera. Chaque centime de ce qu'ils ont essayé de voler, multiplié par leur cruauté, appartient maintenant à la petite fille que ma mère avait agressée dans l'utérus. Mera a 14 mois maintenant. Sa chirurgie cardiaque a été un succès. Elle atteint tous ses jalons de développement. Elle ne se souviendra jamais du jour de sa naissance, de la violence qui a précipité son arrivée précoce, de la grand-mère qui valorisait un lieu de réception de mariage plus que sa vie. Mais je m'en souviendrai. Chaque fois que je regarde ma fille, en bonne santé et souriante, je me souviens de ce que ma famille a essayé de nous prendre. Ma mère a envoyé une lettre de prison 6 mois après le début de sa peine.
Elle était pleine d'excuses et de remords, affirmant qu'elle était sous stress, qu'elle n'avait pas voulu me faire de mal, que la famille devait pardonner à la famille. Elle a demandé si je pouvais amener Mera lui rendre visite. J'ai envoyé la lettre à Graham, qu'il a ajoutée à notre dossier au cas où elle tenterait d'obtenir des droits de grands-parents après sa libération. Puis j'ai bloqué son compte de prison pour qu'elle ne puisse plus me contacter. Taylor a pris contact par l'intermédiaire d'une connaissance mutuelle, demandant si nous pouvions nous réconcilier. Elle avait perdu des amis, perdu son fiancé, perdu sa réputation. Elle voulait expliquer qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin. Je n'ai pas répondu. L'intention n'annule pas l'impact. Elle a envoyé un SMS pour qu'on lui dise de se dépêcher de payer alors que j'étais en train d'hurler de douleur, que j'avais perdu les os, mon bébé en détresse. Qu'elle ait voulu que cela aille si loin n'était pas pertinent. Elle y avait participé. Elle l'avait encouragé. Elle avait priorisé une fête sur la vie de sa nièce. Kevin a essayé d'appeler depuis différents numéros pendant des mois. J'ai bloqué chacun d'eux. Finalement, il a cessé d'essayer. La sœur de mon père m'a contacté, suggérant que j'étais peut-être trop dure. Que la famille était censée pardonner. Je lui ai demandé si elle pardonnerait à quelqu'un qui frappait une femme enceinte au ventre. Elle a cessé d'appeler. Ce qu'il faut savoir sur la vengeance, c'est que les gens s'attendent à ce qu'elle soit satisfaisante d'une manière propre et simple, comme une justice rendue avec un joli nœud. Mais la vraie vengeance est compliquée. C'est regarder votre mère pleurer dans une salle d'audience sans ressentir autre chose qu'une froide détermination. C'est entendre que votre sœur a tout perdu et ne ressentir qu'un vague sentiment de conséquences appropriées. C'est savoir que votre père a vendu la maison qu'il aimait et penser seulement que ce n'est pas assez, que ce ne sera jamais assez pour compenser ce qu'il a permis. Ce qui fait du bien, ce n'est pas la vengeance elle-même. Ce qui fait du bien, c'est la sécurité. Mera grandira sans jamais connaître des gens qui la blesseraient pour de l'argent. Elle ne passera jamais de vacances avec des grands-parents qui la considèrent comme moins importante qu'un lieu de réception de mariage. Elle n'aura jamais une tante qui enverrait des SMS avec insouciance pendant que sa mère hurle de douleur. Elle n'aura jamais un oncle qui pense que le vol est justifié si c'est pour la famille. Elle grandira avec la connaissance que sa mère l'a protégée, même si cela signifiait détruire toutes les relations familiales que j'avais jamais connues. Les gens me demandent si je le regrette, si j'aimerais que les choses se soient passées différemment, si ma famille me manque. Je regrette d'avoir été assez naïve pour croire qu'ils m'aimaient. J'aurais aimé les couper plus tôt, avant d'être vulnérable, enceinte et seule. Et ils ne me manquent pas du tout. Ce que j'ai à la place, c'est une fille qui ne doutera jamais qu'elle mérite d'être protégée. Une fille qui ne se demandera jamais si elle est moins importante que les désirs de quelqu'un d'autre. Une fille qui saura au plus profond d'elle que les gens qui vous aiment vraiment ne vous frappent pas quand vous êtes à votre moment le plus vulnérable. Cela vaut plus que n'importe quelle famille qui partageait mon sang mais jamais mes valeurs. La détective Brennan prend encore de mes nouvelles tous les quelques mois. Elle me dit que mon cas a aidé à poursuivre 2 autres cas d'exploitation financière familiale qu'elle enquêtait. Apparemment, ma mère avait des antécédents de pression sur des proches pour de l'argent, bien que je n'en ai jamais connu l'étendue. D'autres cousins, d'autres frères et sœurs, d'autres personnes trop honteuses ou trop effrayées pour parler. Graham a encadré l'article de journal sur l'affaire et me l'a envoyé. Une femme défend le fonds médical de son enfant à naître, ce qui mène à des condamnations pour délits graves, lisait le titre. Je le garde dans un tiroir, non exposé, mais disponible. Un jour, quand Mera sera assez âgée pour comprendre, je le lui montrerai. Je lui parlerai du jour où elle est née, mais pas de la violence. Je lui parlerai des gens qui ont essayé de nous faire du mal, mais pas des détails. Je lui dirai que parfois, protéger les gens qu'on aime signifie se tenir seul contre tous les autres. Et je lui dirai qu'elle en valait la peine. Chaque conséquence, chaque pont brûlé, chaque relation détruite, elle valait tout cela et bien plus encore. La porte qui s'est ouverte ce jour-là a fait entrer la police, les avocats et la justice. Mais plus que cela, elle a marqué une ligne dans le sable. Un moment où j'ai cessé d'être le paillasson de la famille et suis devenue la défenseur de ma fille. Ma mère s'est figée de terreur en voyant la détective Brennan. Mais moi, je n'ai ressenti que du soulagement. Le soulagement d'avoir été assez intelligente pour me préparer.
Le soulagement d'avoir fait confiance à mon instinct. Le soulagement que ma fille naisse dans un monde où quelqu'un était prêt à se battre pour elle, même contre la famille. Même contre la tradition, même contre les gens qui étaient censés nous aimer le plus. C'est la véritable fin de cette histoire. Pas la vengeance, mais la protection. Pas la punition, mais la prévention. Pas la justice pour ce qui s'est passé, mais la sécurité pour ce qui n'arrivera plus jamais. Mera ne connaîtra jamais une famille qui valorise l'argent plus que sa vie. Et pour cela, je referai les mêmes choix 1000 fois.